Je sais ce que j'ai vu ce soir-là, et c'était le mal pur. Au milieu des années 90, j'ai acheté une maison de 2 chambres, construite et habitée depuis toujours par un couple âgé. J'avais vu le mari lors de la signature, mais sans réellement le rencontrer. Mes nouveaux voisins étaient très amicaux et m'ont expliqué que le couple n'avait pas voulu quitter la maison, mais qu'il avait dû déménager dans une résidence médicalisée à cause de l'état de santé de l'épouse. J'ai décidé d'utiliser la chambre du devant tout de suite, parce qu'il n'y avait pas de ventilateur au plafond dans l'autre. J'étais certain que le couple avait occupé les chambres de la même façon. Un soir, ma petite amie et moi étions rallongés sur le lit après les activités habituelles des couples, quand le ventilateur au plafond s'est mis à accélérer. Beaucoup. Bien plus vite qu'il n'était censé pouvoir tourner. Elle s'est cachée sous la couverture pendant que je m'apprêtais à me lever pour aller l'éteindre. Et c'est à ce moment-là que je me suis figé. Mon chat était assis au coin du lit, fixant la porte ouverte. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas réagi, pas même un battement d'oreille. Elle semblait ne rien avoir à faire du ventilateur qui faisait un bruit assourdissant et semblait sur le point de se décrocher. Au bout de quelques instants, le ventilateur a ralenti et est revenu à sa vitesse normale. Mais mon chat, lui, n'a pas bougé d'un millimètre, oreille dressée, immobile comme une statue, jusqu'à ce que tout redevienne calme. Puis d'un coup j'ai entendu un cri strident. Je suis certain que c'était un cri humain comme quelqu'un qui agonisait à mort. Je ne voyais rien, absolument rien. Le chat est parti en sursaut comme s'il venait de voir quelque chose qui n'était pas de ce monde. Je n'ai jamais vu un animal aussi effrayé. Il est allé se cacher sous ma couverture dans le salon et n'a plus bougé de la nuit. Je ne l'ai plus jamais vu rentrer dans cette pièce et chaque fois qu'il passait devant, il y passait en courant. J'ai entendu dire que les chats sont un peu comme des gardiens contre le paranormal et qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait mais j'ai l'impression qu'il a eu un effet sur l'entité qui vivait dans ce ventilateur. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que l'épouse était décédée à peu près au moment de l'incident du ventilateur. Un mois après, j'ai déménagé dans la chambre du fond et j'ai fait installer un ventilateur là-bas au printemps. J'ai encore vécu 8 ans dans cette maison avec ce même ventilateur dans la chambre avant, et il n'y a plus jamais rien eu. Je ne sais pas si cette histoire compte vraiment, mais la voilà. J'habite dans la maison familiale, celle que mon arrière-grand-père a construite de ses propres mains. Elle a toujours appartenu à notre famille, génération après génération. 2 personnes y sont mortes, mon arrière-grand-père et ma tante, tous 2 emportés par un cancer de l'estomac. Il y a un détail que je n'oublie jamais à son sujet. Ma tante utilisait beaucoup de talc parfumé pour se sentir propre, et quand la maladie a empiré, elle en mettait encore davantage pour masquer les odeurs liées à sa condition. L'odeur de cette poudre est restée liée à son souvenir. Il y a quelque temps, j'avais invité des amis pour une soirée jeu. L'un d'eux, appelons-le Bill, s'est arrêté en plein milieu d'une partie et a dit qu'il sentait une forte odeur de talc pour bébé. Ce n'était pas la première fois. Chez nous, c'est devenu presque une habitude. On a même un tableau blanc où l'on note le nombre de jours écoulés depuis la dernière fois que quelqu'un a remarqué cette odeur. À ce moment-là, le record était de 49 jours. On a continué à jouer, à rire, à boire un peu, jusqu'à ce que Bill commence à pâlir. Il s'est excusé et est allé à la salle de bain, disant que l'odeur lui donnait la nausée. Quand il est revenu, il était blême. Il a dit qu'il venait de vomir du sang. La soirée s'est arrêtée là. Sa petite amie de l'époque l'a conduit d'urgence à l'hôpital. Quelques semaines plus tard, on a appris qu'il avait une tumeur maligne à l'estomac. Heureusement, elle a pu être retirée à temps et il s'est rétabli. Aujourd'hui, il va très bien. Pourtant, quand on repense à la chronologie, le tout a quelque chose d'étrangement précis, comme si un avertissement invisible avait voulu se manifester. Bill, désormais marié, reste convaincu que la maison est hantée. Sa femme aussi d'ailleurs. Dans les années 80, mon ami Ariel, aujourd'hui disparu,
est parti camper dans le désert de la zone du silence, au Mexique. Cet endroit a la réputation d'être un lieu étrange où l'on voit souvent des choses dans le ciel. Ariel aimait la poussière du désert, les nuits immenses, le silence qui avale tout. Il voyageait seul, trouvant dans ces étendues un sentiment de liberté rare. Ce soir-là, il avait déroulé son sac de couchage directement sur le sable, le regard perdu dans une mer d'étoiles. Au milieu de la nuit, il s'est réveillé d'un seul coup, sans comprendre pourquoi. Le désert était si tranquille qu'il aurait pu croire que le monde entier dormait. Puis une lueur a bougé à l'horizon. Une deuxième est apparue, puis une troisième, comme si quelque chose s'allumait lentement dans l'obscurité. Intrigué, il a pris ses jumelles. Les lumières semblaient flotter au-dessus du sol, sans bruit, changeant de place lentement comme si elles glissaient dans l'air. En observant, une sensation étrange l'a envahi. Son cœur s'est mis à battre trop vite et une alerte instinctive a traversé son corps, comme quand on comprend qu'on n'est absolument pas à sa place. Ce n'était pas de la panique immédiate, mais une certitude profonde qu'il devait partir. À ce moment-là, il a entendu une voix. Pas dans l'air, pas autour de lui. Dans sa tête. Claire, sans hésitation. Tu ne devrais pas être ici. Pars. Ariel a figé un instant, incapable de bouger, puis il a senti une montée de peur pure, froide, simple. Il a rangé ses affaires en vitesse, les mains tremblantes, sans prendre le temps de plier correctement son matériel. Il a quitté l'endroit presque en courant, éclairé seulement par les étoiles et sa lampe frontale. Il ne s'est pas retourné, pas une seule fois. Il avait cette impression que quelque chose observait ses pas, comme si le désert lui-même voulait le voir partir. Il est revenu en ville le lendemain avec des yeux fatigués, l'air pluvieux soudain. Lui qui adorait les paysages désertiques, les nuits passées loin du monde et la solitude, il n'a plus jamais retourné dans cette zone. Pendant des années, il a raconté 1000 aventures incroyables. Des rencontres avec des gens improbables, des tempêtes de sable, des couchers de soleil qui lui tiraient encore des sourires. Mais quand il évoquait cette nuit-là, son regard changeait. Une gravité silencieuse apparaissait, comme si un morceau du désert était resté accroché à lui. Il disait que certaines étendues immenses veulent bien qu'on les traverse, mais qu'elles n'ont aucune envie d'être partagées. J'étais dans le nord, très loin, en Colombie-Britannique, au Canada. Je travaillais dans un camp de forage pétrolier perdu au milieu de la forêt. J'étais cuisinier là-bas. Un après-midi, vers 2 heures, je suis sorti sur la terrasse arrière pour fumer une cigarette. La journée était incroyablement calme. L'air semblait suspendu, et la neige tombait lentement en gros flocons, de ceux qui donnent l'impression que le temps lui-même hésite à avancer. Je tirais sur ma cigarette sans penser à grand-chose, le regard errant autour de moi, parfois vers le sol, parfois vers la ligne d'arbres à une trentaine de mètres. Puis, sans savoir pourquoi, j'ai ressenti cette sensation étrange qu'on a quand quelque chose vous observe. J'ai levé les yeux droit devant moi, et entre deux troncs, j'ai vu une silhouette. C'était un loup. Pas un loup ordinaire, mais une bête immense. Même assis, il avait la taille d'un homme debout. Son poil gris sombre se fondait dans la neige, et ses yeux, d'un jaune profond, ne quittaient pas les miens. Pendant un instant, tout est devenu silencieux, même le vent semblait s'être arrêté. Nous nous sommes observés sans bouger, comme si chacun attendait que l'autre fasse un geste. J'ai détourné les yeux une fraction de seconde, juste le temps d'écraser ma cigarette. Quand j'ai relevé la tête, il n'était plus là. Pas un bruit, pas une empreinte visible dans la neige fraîche. Mon ancien quartier était entouré de forêts, un de ces endroits où la nuit avale tout et où les routes deviennent des tunnels d'ombre. Un soir, vers 23h30, je rentrais chez moi. Pas une voiture, pas une lumière, seulement mes phares découpant un couloir étroit à travers les arbres. L'autoradio était éteint, les fenêtres fermées. Juste le bruit du moteur et cette impression que la nuit s'épaississait autour de moi. J'avançais tranquillement quand quelque chose a traversé la route d'un seul bond. Une silhouette immense, sombre, qui n'avait rien à voir avec un animal ordinaire.
Elle avait une allure de cerf, mais ce corps se tenait droit, sur deux jambes, ses mouvements rapides et étranges, presque trop humains dans l'équilibre. Les bois sur sa tête se détachaient clairement dans la lumière, imposants, irréguliers, comme si la forêt elle-même les avait façonnés. Ça n'a duré qu'un instant, mais tout mon corps a réagi. J'ai serré le volant si fort que mes doigts me faisaient mal. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai ralenti par réflexe, les yeux fixés sur la route, espérant apercevoir quelque chose au-delà du faisceau de mes phares. Rien. Comme si la créature s'était fondue dans l'obscurité et s'était volatilisée. Je ne suis pas du genre à croire à des histoires de superstition. Pas d'esprit des bois, pas de créatures étranges dans la nuit. Mais cette vision m'a glacé. C'était trop net pour être une illusion, trop grand pour être un animal blessé, trop particulier pour être un simple jeu d'ombre. Ce n'était ni un cerf qui se cabrait, ni un humain déguisé. C'était autre chose. En arrivant chez moi, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis un moment dans la voiture, incapable de bouger, la main toujours sur la clé. Dehors, la forêt semblait calme, mais j'avais l'impression qu'un regard invisible suivait encore mes mouvements. Depuis ce jour, chaque fois que je repasse par cette route tard le soir, mes yeux restent accrochés au bas-côté. La forêt a un silence particulier à cet endroit, un silence qui semble contenir quelque chose. Et même si je refuse d'inventer des monstres, je sais ce que j'ai vu. Une ombre immense, un mouvement impossible, une silhouette qui n'appartenait pas à ce monde familier. Quand je suis revenu à moi après une opération à cœur ouvert, le monde paraissait flou et pesant. Les voix des infirmières flottaient au loin, les machines émettaient leurs bips réguliers, et pourtant tout semblait lointain. Dès que je fermais les yeux, une image se formait aussitôt, nette, précise, impossible à ignorer. Un mur de briques. Juste devant moi, presque contre mon visage. Je distinguais la texture de la peinture, les petites aspérités à la surface, les lignes de mortier légèrement irrégulières. Les briques paraissaient si réelles que j'avais l'impression de pouvoir en sentir la rugosité et la froideur. Ce n'était pas un rêve flou ni une hallucination brumeuse. C'était clair, comme si mes yeux restaient ouverts, sauf qu'il n'y avait rien d'autre que ce mur implacable. Lorsque le personnel m'a déplacé dans une autre chambre, le mur a changé de couleur. Une teinte différente, tout aussi vive, tout aussi concrète. À chaque changement d'endroit, la même vision, fidèle et obsédante. Le monde extérieur semblait distant alors que ce mur restait collé à moi, refusant de disparaître. Je me sentais comme pris au piège entre le réel qui revenait lentement et cette image qui ne voulait pas me lâcher. Je me souviens avoir essayé de garder les yeux ouverts le plus longtemps possible, uniquement pour échapper à cette impression d'être face à un obstacle invisible qui me bloquait le chemin. Quand mes paupières devenaient trop lourdes, le mur réapparaissait, immobile, imperturbable. Les heures se confondaient. Je ne savais plus si j'étais conscient ou encore plongé dans l'anesthésie, coincé dans ce drôle d'entre-deux où le corps revient mais l'esprit hésite. Puis un matin, la lumière du jour a traversé la fenêtre de la chambre et mon esprit a enfin émergé complètement. J'ai fermé les yeux par réflexe, prêt à revoir la brique. Rien. Juste de l'obscurité normale. Le mur avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Je suis resté là un long moment, à écouter le bruit régulier du moniteur et le souffle tranquille de la pièce, presque méfiant, comme si la vision pouvait revenir à tout moment. Une fois, je séjournais dans un lodge avec ma famille. C'était assez rustique, pas de télé dans les chambres ni rien. Il y avait plein d'activités sur le domaine. L'attraction principale était un immense lac, avec une zone délimitée pour la baignade, une autre pour le kayak, et si tu voulais tu pouvais même prendre un canoë et aller sur la partie principale du lac. On pouvait louer des vélos, faire des randonnées, il y avait des activités pour les enfants toute la journée. Bref, tu vois le style. L'une des activités était une sorte de parcours d'escalade verticale avec des cordes, des troncs et des plateformes. Donc ma belle-mère, mon père, mes deux petits frères et moi avons grimpé jusqu'en haut puis redescendu. Il faisait anormalement froid ce jour-là, donc on avait tout le parcours pour nous.
Une fois notre session terminée, les 2 employés sont partis et on a décidé de rentrer au lodge à pied par les sentiers, environ 3 km. Ma belle-mère et moi avons commencé à explorer un peu les environs et avons trouvé une route en gravier avec un sentier à côté. On a pris le sentier, même s'il partait dans la direction opposée au lodge. Après environ 15 minutes, on entend une voiture arriver. Une petite voiture de sport cabriolet. Elle surgit au détour d'un virage et au moment de passer devant nous, le conducteur jette un dossier manie rempli de papiers. Les feuilles volent partout. La voiture disparaît. Les papiers étaient des notes médicales, des dossiers, l'historique médical d'une seule personne. C'était très perturbant à lire. On voyait que le patient avait des diagnostics en cours, des commentaires sur des crises qu'il avait eues, les médicaments prescrits, des notes au sujet de sa famille. Il y en avait une quantité énorme, éparpillée partout. Certains manuscrits, d'autres tapés, certains en forme de graphique. On a passé quelques heures à regarder ces documents. Je suis sûr que ma belle-mère pourrait en raconter encore plus, j'étais trop jeune pour réaliser à quel point tout ça était étrange. On a aussi trouvé une perruque bon marché un peu plus loin sur le sentier et une valise contenant encore d'autres documents, toujours sur la même personne. On a tout laissé là et on a appelé le numéro non urgent de la police pour tout raconter. Je ne sais pas s'il y a eu une suite. Je ne sais pas s'il y avait un hôpital psychiatrique dans les environs. Je me souviens juste que c'était un dimanche vers 15 h. Je vis dans une zone très isolée de l'Alaska. Ce qui m'a le plus marqué là-bas n'a rien à voir avec des bêtes sauvages ou des bruits nocturnes. C'est le silence. Un silence d'hiver si total qu'il semble avaler tout ce qui existe. Il ne reste plus rien. Pas de vent, pas de pas dans la neige, pas même un craquement d'arbres lointain. C'est un vide sonore qui pèse sur les épaules et qui finit par donner cette impression étrange que l'esprit peut se détacher de soi. Quand je marche dans la toundra gelée et que ce calme tombe à pic, j'ai l'impression de me retrouver coincé dans un endroit hors du monde. Mon cœur prend toute la place dans mon corps. Chaque battement résonne comme s'il essayait de remplir l'air. Mon souffle devient trop fort pour mes propres oreilles, comme si je trahissais ma présence en respirant. Il n'y a aucun lien avec un danger caché. Certains coins ici n'abritent vraiment rien. Aucun oiseau, aucun animal, aucune trace humaine. Ce vide me travaille plus que n'importe quel rugissement d'ours ou hurlement de loup pourrait le faire. Il y a des moments où tout s'arrête au point que je ressens presque le froid comme un son à lui tout seul. Je me suis déjà tenu au milieu de cette étendue blanche sans fin, la neige immobile jusqu'à l'horizon, et une pensée m'a traversé, personne ne sait que je suis là. Si je tombais, le monde continuerait tranquillement sans jamais se douter de ma disparition. Une fois, j'ai fait une pause sur un plateau enneigé. Le crépuscule s'installait et le ciel virait au violet. Le silence devenait si dense que j'ai eu la sensation que même mes pensées pouvaient s'échapper dans l'air glacé. J'ai regardé autour de moi et cette immensité immobile donnait l'impression d'observer en retour, sans jugement, mais avec cette froide certitude que je n'étais qu'un point sans importance dans cet endroit colossal. J'ai fini par rentrer lentement, en suivant mes propres traces dans la neige pour ne pas perdre le chemin. Chaque pas me ramenait vers ma cabane, vers un peu de chaleur et de lumière. Malgré tout, chaque hiver je retourne marcher là-bas. Il y a quelque chose de fascinant dans cette solitude totale. Elle effraie, elle vide l'esprit, mais elle rappelle aussi à quel point le monde peut continuer sans nous. J'ai vécu un temps dans un appartement hanté. Mes colocataires et moi avions tous vu la même femme dans notre petit studio. Parfois les lumières s'éteignaient toutes seules. On se sentait tous mal quand on se retrouvait seul dans l'appartement, comme si quelque chose appuyait sur notre poitrine. La première nuit, je me suis assis sur mon lit, j'ai cligné des yeux et j'ai vu très clairement une femme morte étendue par terre près de la porte de la salle de bain. J'ai recligné des yeux et elle avait disparu. L'ambiance là-dedans était franchement mauvaise, mais quand je suis parti j'ai quand même dit au revoir au fantôme. Un autre jour, mon ami et moi sommes allés camper en novembre, après la saison touristique. On était dans un petit camping rustique d'environ 5 emplacements, perdu loin de toute route principale et de toute zone habitée. On était absolument seuls,
aucun signe de quelqu'un d'autre. Je connaissais bien le coin donc je n'étais pas inquiet. On a monté la tente, mangé un peu, mais je me sentais vraiment mal sans raison. Anxieux, fatigué, et incapable de manger. Il faisait un silence étrange, pas de vent, aucun bruit nocturne habituel, juste un renard au loin. Un silence tellement profond qu'il en faisait mal aux oreilles. On est allé se coucher dans ma petite tente de place, installée dans les arbres un peu loin de la voiture et du chemin. Très loin au début, on a entendu un moteur. Il se rapprochait, jusqu'à s'arrêter en grondant à l'entrée du camping. Ça ressemblait à un quad, alors que dans ce coin les gardes forestiers n'utilisent que des camions, jamais de quad. On est resté pétrifié, sans parler. On voyait les phares à travers la toile de la tente. Puis le quad s'est approché, a fait le tour, a braqué ses phares sur nous un instant, et est reparti. On a commencé à respirer un peu. Puis on les a entendus revenir. Cette fois il y en avait plusieurs. Ils se sont arrêtés très longtemps à l'entrée du camping. Puis ils ont refait le tour, ont braqué leurs phares sur nous encore une fois et sont repartis. On a quasiment dormi par roulement, l'un surveillant pendant que l'autre tentait de fermer l'œil. On avait trop peur de sortir pour démonter la tente et s'en aller. Le lendemain matin, on a annulé le reste du séjour et on est rentré à la maison. Je venais d'emménager dans une petite ville du nord de l'Iowa. Un endroit tranquille, entouré de champs et de routes droites qui semblent filer jusqu'au bout du monde. On m'avait donné un indice en arrivant. On l'appelait ici les temps troubles. Une manière locale de dire qu'il y avait des histoires, même si personne ne voulait trop les raconter. Un soir, environ 6 ans plus tôt, je prenais une douche dans la salle de bain de la maison. C'était une cabine moderne, avec des portes en verre. L'eau chaude roulait sur mes épaules et la pièce était pleine de buée. Je me sentais bien, dans mon coin, isolé du reste du monde. Puis j'ai levé les yeux vers la porte vitrée. Et là, mon père se tenait juste derrière. Figé. Immobile. Comme s'il m'observait en silence. Je n'ai pas crié, pas bougé. C'était l'un de ces moments où le cerveau refuse de réagir trop vite, où chaque fibre de votre corps comprend que quelque chose ne correspond pas. La porte était verrouillée. Personne n'aurait pu entrer. Pourtant il était là, silhouette, trait du visage, posture familière. Je n'ai pas osé respirer. J'ai gardé les yeux ouverts autant que je pouvais, parce que j'avais cette certitude bizarre que si je clignais, tout disparaîtrait. Finalement, mes paupières ont cédé un instant. Et il n'y avait plus personne. J'ai coupé l'eau d'un geste brusque, enfilé une serviette encore trempée et je me suis précipité hors de la salle de bain, le cœur battant à tout rompre. J'ai dévalé les escaliers et je les ai trouvés là, mes parents, installés à la table de la cuisine. Calme, en pleine conversation. Mon père n'avait pas quitté sa chaise. Il n'était jamais monté à l'étage. Je n'ai rien dit sur le moment. Je les ai juste regardés, encore trempés, essayant de reprendre mon souffle. Plus tard, j'ai repensé à ce reflet derrière la vitre. Ce n'était pas une ombre vague ni un jeu de lumière sur la buée. C'était lui, parfaitement défini, comme une image qu'on aurait arrachée au réel pour la mettre devant moi. La semaine dernière, en pleine nuit, je me suis réveillé sans vraiment sortir du sommeil. J'étais dans cet état flottant où la chambre semble à moitié réelle, où les ombres paraissent immobiles mais prêtes à bouger. Ma chambre a un petit couloir qui mène à la salle de bain, un passage étroit toujours un peu plus sombre que le reste. Mes yeux se sont posés là, par réflexe. Et dans ce couloir, il y avait un enfant. Sa silhouette se découpait nettement dans l'obscurité. Il était immobile, tourné vers moi, comme s'il m'attendait depuis longtemps. Une seconde, mon cerveau a essayé d'y mettre du sens, de se dire que c'était un rêve, une illusion, n'importe quoi de banal. Puis il a tourné la tête. Lentement. Son visage s'est relevé, et ce sourire improbable s'est dessiné, trop large, trop intentionnel,
comme quelque chose qui se réjouissait avant même que je comprenne de quoi. Ses yeux semblaient fixer directement les miens. Il n'y avait aucune hésitation, aucune innocence. Juste cette expression déformée de plaisir étrange. Et soudain il s'est mis à courir vers moi. Pas trotter ni flotter. Courir, à toute vitesse, comme un gamin surexcité mais avec une énergie malveillante derrière. J'ai bondi hors du lit en criant, le cœur prêt à éclater. Mes pieds ont frappé le sol, la chambre est redevenue tangible d'un coup, et la silhouette avait disparu. Plus un mouvement, rien qu'un couloir vide. Mon cri avait réveillé mon chat. Elle me fixait depuis le bout du matelas, les oreilles baissées mais avec cette expression fatiguée des animaux qui jugent sans dire un mot. J'étais seul debout au milieu de la chambre, tremblant, encore persuadé que quelque chose allait surgir à nouveau. Le silence est revenu, lourd, et j'ai rallumé la lampe de chevet comme un enfant cherchant refuge dans la lumière. J'ai mis longtemps à me rallonger. Chaque fois que mes paupières devenaient lourdes, je jetais un coup d'œil vers le couloir, certain d'y revoir une petite silhouette immobile, comme si elle attendait que je baisse la garde pour recommencer. J'étais en isolement protégé pendant mon incarcération. On m'y avait placé parce que j'avais été extradé d'un autre État et que quelques tensions avaient éclaté avec d'autres détenus. Dans ce bloc, c'était toujours la même routine. 23 heures enfermé dans la cellule, 1 heure dehors dans la salle commune. Cette solitude forcée finissait par peser sur les nerfs, surtout quand la nuit tombait et que tout devenait silencieux. Un soir, on m'a laissé sortir assez tard. Il devait être entre 9 et 10 heures. La plupart des gars dormaient déjà. Personne dans la salle, pas un bruit de pas, pas un murmure. Rien que les néons froids et le cliquetis lointain des portes métalliques. Pas de colocataire dans ma cellule à l'époque, donc cette heure était entièrement pour moi. J'en ai profité pour marcher, tourner en rond juste pour sentir mes jambes travailler, pour essayer de tuer un peu de ce temps figé. À chaque tour, je jetais un œil aux cellules vitrées sur le côté. C'était devenu presque un réflexe, une façon de m'assurer que tout restait normal. Au détour d'un regard, j'ai vu un visage collé à la fenêtre de la cellule numéro 2. Les traits étaient nets, les yeux fixés dans ma direction. J'ai senti mon cœur rater un battement. Je savais que personne n'occupait cette cellule. Elle était vide depuis un moment. Je n'ai pas détourné le regard. Je me suis approché lentement, pas pour jouer les courageux, mais parce que je voulais comprendre ce que je voyais. Plus je m'avançais, plus la silhouette restait immobile, puis sa tête a glissé hors du champ comme si elle refusait de continuer à se montrer. Je me suis planté devant la fenêtre, le souffle court. À l'intérieur, il n'y avait rien. Lit vide, mur nu, aucune trace d'une présence. Seulement l'écho léger de mes propres pas derrière moi. Je suis resté là quelques secondes, le front presque contre la vitre, à essayer de trouver une explication. Fatigue, imagination, reflet étrange, n'importe quoi de rationnel. Mais le souvenir de ce regard restait précis, comme si quelqu'un avait vraiment été là, observant en silence. On dit souvent que les prisons gardent des ombres, des échos de ceux qui sont passés avant et qui ne sont jamais vraiment partis. Ce soir-là, j'ai senti cette idée s'installer pour de bon dans mon esprit. Quand l'officier est revenu pour me ramener en cellule, je n'ai rien dit. Pas par honte ou peur de paraître fou, juste parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées à voix haute. Dans le couloir, le silence paraissait plus lourd que d'habitude. Et cette nuit-là, allongé sur le lit, j'ai gardé les yeux ouverts plus longtemps qu'à l'accoutumée, comme si je m'attendais à revoir ce visage à travers une porte, encore une fois, fixe et silencieux, attendant que je sois trop fatigué pour veiller. J'en ai une bonne sur la faune. Je campais dans un parc d'État au Texas et je suis allé pêcher de nuit avec mon chien. J'ai pris mon vélo jusqu'au ponton et je l'ai laissé à une trentaine de mètres, sur le parking devant. Le ponton était encore dans la zone humide, avec de l'herbe de marais sur une dizaine de mètres avant d'être réellement au-dessus de l'eau. Mon chien et moi étions assis en train de pêcher depuis environ 20 minutes quand un énorme alligator est apparu. J'imagine qu'il avait été attiré par les éclaboussures de mon hameçon,
parce que le reste du lac était complètement silencieux et lisse comme un miroir. Il ressemblait à un tronc d'arbre entier flottant sur l'eau jusqu'à ce que la lumière du ponton se reflète dans ses yeux. À ce moment-là, ses yeux se sont illuminés et il a planté son regard dans le mien. J'ai continué à pêcher pendant environ 3 heures alors que le vieux gars restait là, me suivant d'un côté à l'autre du ponton. Quand j'ai décidé de partir, il a commencé à me suivre en remontant la rive. Je fais toujours attention aux animaux sauvages et j'adore les bêtes, mais à cet instant j'étais vraiment terrifié. Je regardais mon vélo en sachant que les alligators peuvent courir assez vite et que mon chien essaierait sûrement de le combattre. J'ai compris que mon seul moyen de défense serait une diversion. J'ai uriné du côté opposé du ponton. Pendant que Monsieur Alligator fouillait dans mon eau en pensant y trouver un poisson mourant, j'ai attrapé mon chien et je me suis enfui. Nous étions en randonnée dans le Wyoming, en famille. 2 chevaux portaient nos provisions et notre matériel, car nous devions rejoindre plusieurs lacs isolés près de Fremont Lake. C'était un coin sauvage au point qu'en 3 semaines, nous n'avons croisé que 3 randonneurs au total. Un seul sentier, le même pour monter et redescendre, et autour de nous seulement la forêt, les montagnes et le bruit du vent. Après plusieurs jours de marche, nous avons atteint le premier lac reculé. Là, entre les arbres et le rivage, nous sommes tombés sur un vieux campement abandonné. Pas de tente, pas de traces récentes, mais 2 sacs de couchage étalés à même le sol, comme si leur propriétaire s'était levé un matin et n'était jamais revenu. La cafetière et une poêle reposaient encore sur un petit foyer de pierre, noirci par la suie. L'endroit était silencieux, figé, presque trop intact pour être simplement oublié. On a trouvé ça étrange. Juin dans ces montagnes reste glacial la nuit, et abandonner un camp sans emporter le strict minimum semblait insensé. Pourtant, rien ne bougeait, rien ne montrait une lutte ou un départ précipité. Seulement un vide qui ne s'expliquait pas. Nous avons repris la route en espérant que ces randonneurs avaient retrouvé le chemin, même si quelque chose à l'intérieur me disait que ce n'était pas le cas. L'air paraissait plus lourd après cette découverte, comme si la montagne nous observait en silence. Le lendemain, mon père est parti chercher de l'eau plus loin. Il a mis du temps à revenir. Quand il est revenu, son visage avait perdu toute couleur, et sa voix tremblait légèrement. Il avait trouvé des restes humains, dissimulés entre les rochers et les branches tombées. Pas un corps entier, seulement ce que le temps et les animaux avaient laissé. Nous avons averti les autorités dès que nous en avons eu l'occasion, une fois redescendus assez bas pour capter une liaison radio. Plus tard, nous avons appris qu'il s'agissait de randonneurs portés disparus depuis plusieurs années. Personne n'a su expliquer leur départ du camp. Ils avaient tout laissé sur place, même de quoi survivre. Un seul corps avait été retrouvé. L'autre, jamais localisé, comme si la montagne l'avait avalé. En repassant à cet endroit pour redescendre, je me souviens m'être arrêté une seconde. Le camp était toujours là, figé, les sacs vides et le foyer silencieux. Aucun animal n'avait touché aux affaires, comme si la nature refusait de s'en mêler. J'ai senti un froid inhabituel alors que le soleil frappait pourtant fort. Une impression subtile, celle d'un lieu qui avait gardé une histoire sans la révéler. J'ai vécu quelques mois dans un appartement qui avait quelque chose de dérangeant dès le premier jour. Pas d'histoire tragique connue, rien de spectaculaire en apparence, mais l'endroit semblait porter une tension sourde. Les pièces étaient petites, les plafonds bas, l'air un peu trop immobile. Et dès que je me retrouvais seul, tout devenait lourd, comme si quelque chose restait tapi juste hors de vue. Les premières semaines, je me disais que je m'étais fait des idées. Puis l'eau a commencé à se manifester toute seule. Le robinet du lavabo s'ouvrait parfois en un filet léger, comme si quelqu'un essayait de se laver les mains en silence. La douche se mettait à couler, puis s'arrêtait brusquement, laissant seulement le bruit régulier des gouttes frapper le carrelage. À chaque fois, j'allais vérifier par réflexe, le cœur serré, espérant tomber sur un simple problème de plomberie. Sauf que tout fonctionnait parfaitement quand j'arrivais. Le plus dur, c'était les bruits. Des chocs discrets contre les murs.
Des bruits sourds venant du salon alors que je savais très bien que je n'y avais rien laissé. Parfois un bruit brusque, comme un objet tombé sans raison. Rien de constant ni de régulier, rien qui puisse s'expliquer facilement. Je restais figé dans mon lit, l'oreille tendue, attendant que le silence revienne. Au bout d'un moment, je n'aimais plus du tout l'idée de dormir là seul. J'invitais des amis sous n'importe quel prétexte. Un film, une pizza, même une soirée sans raison particulière. Je leur proposais de rester dormir comme si c'était quelque chose de normal. Avec quelqu'un à mes côtés, l'appartement semblait plus calme, comme si la présence d'un autre l'obligeait à se tenir tranquille. Quand je repense à ces nuits, je me rappelle surtout cette sensation étrange, celle d'être constamment observé. Pas agressé, pas menacé, juste surveillé par quelque chose qui ne voulait pas partir. Je n'ai jamais trouvé une explication claire. Quand j'ai finalement déménagé, le simple fait de fermer la porte une dernière fois m'a laissé un soulagement profond, presque physique. Je revenais d'un cours biblique du mercredi avec ma mère. C'était notre routine chaque semaine, la même église, la même route de campagne pour rentrer chez nous. La nuit était calme, la route vide, les champs s'étendaient dans l'obscurité. À mi-chemin, j'ai aperçu quelque chose au-dessus de la ligne d'arbres derrière une ferme. 6 ou 7 petites lueurs flottaient en silence, suspendues dans le ciel. Elles semblaient se tenir juste au-dessus des branches, immobiles un instant puis se déplaçant lentement comme si elles se cherchaient. J'ai tiré sur la manche de ma mère pour qu'elle regarde. Elle a ralenti, intriguée, et je lui ai supplié de s'arrêter au niveau de l'entrée de la ferme. Nous sommes descendus de la voiture. L'air sentait l'herbe froide, les grillons s'étaient tus et nos pas faisaient crisser le gravier. Les lumières montaient, descendaient, puis glissaient de côté, toujours à la même distance. Aucune logique, aucun son, juste ces sphères qui semblaient flotter avec une intention inconnue. Plus je les observais, plus je comprenais qu'elles étaient bien plus loin que je ne le pensais. Elles semblaient presque jouer avec la profondeur du ciel. Une curiosité me poussait alors j'ai commencé à marcher vers la route en direction des champs, comme si m'en rapprocher allait me révéler quelque chose d'évident. J'avais l'impression que l'air autour de nous retenait son souffle. La voix de ma mère a déchiré le silence. Elle m'a hurlé de revenir immédiatement. Le ton n'avait rien d'habituel, elle tremblait comme si une menace invisible planait au-dessus de nous. Je n'avais jamais vu cette peur dans ses yeux. Je suis monté dans la voiture sans discuter et elle a démarré brusquement. Sur le trajet, elle gardait les mains crispées sur le volant, les phares balayant la route comme si elle s'attendait à voir quelque chose surgir de l'obscurité. Aucun de nous n'a parlé jusqu'à la maison. Le silence pesait plus lourd que la nuit autour de nous. Nous avons continué d'emprunter cette route chaque mercredi après cela, toujours à la même heure, toujours sous le même ciel. Jamais une lueur, jamais un éclat au loin. Pourtant, chaque fois que nous passions près de cette ferme, ma mère serrait un peu plus le volant, et je me surprenais à ralentir ma respiration. En pleine partie de chasse, à un bon kilomètre de la route, j'ai eu soudain une sensation vraiment étrange. Comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait. Et pas seulement une présence, mais plusieurs regards braqués sur moi. J'ai ignoré ça au début, je me suis dit que c'était ridicule. Je suis un homme d'âge mûr, plutôt costaud. Pas vraiment le genre qu'on attaque facilement, que ce soit du muscle ou du gras je ne sais pas, mais je ne suis pas minuscule. Alors j'ai continué à avancer pour repérer les lieux. Puis je tombe sur une chaussette de femme. Un peu bizarre, mais bon, on trouve de tout en forêt et ça pouvait avoir été emporté par le vent. Une 50aine de mètres plus loin, je vois une chaussure. Là, ça commence à devenir étrange. Une chaussette et une chaussure, quelqu'un a forcément passé une sale journée ici. Je ressentais toujours cette impression d'être observé, impossible de déterminer d'où ça venait. Les oiseaux étaient plus loin, comme si toute la zone était devenue trop silencieuse. L'ambiance devenait lourde, oppressante, j'avais l'impression que les arbres se refermaient sur moi. Je me suis moqué de moi-même, essayant de me convaincre que j'étais ridicule. Je ne suis pas un froussard.
Alors j'ai continué. Les vêtements avaient l'air vieux, abîmés par le temps. Puis j'aperçois autre chose. Un jean de femme. Là, j'ai commencé à flipper. Trop loin pour que quiconque m'entende crier à l'aide, tout comme cette femme peut-être, et je sentais toujours qu'on m'épiait. J'en étais certain. Mon instinct pétait les plombs. J'ai essayé de scruter la forêt plus loin, puis je me suis retourné pour tenter de surprendre l'observateur. Rien. Sauf qu'un peu plus loin, j'ai distingué une silhouette, basse, comme quelqu'un accroupi. Je ne suis pas un lâche, alors je me suis dit que j'allais m'avancer, dire bonjour, juste pour voir la réaction. J'ai fait quelques pas, et j'ai compris que ce n'était pas quelqu'un, mais un haut de femme coincé dans des branches. Là, c'en était trop. Je n'ai pas attendu de tomber sur un corps. L'endroit était trop silencieux, vraiment pas normal. Au moment où j'ai fait demi-tour, 2 cerfs ont jailli du bois à 50 mètres devant moi et ont détalé. Ça m'a presque fait lâcher mon arme. À ce stade, la chasse pouvait aller au diable. J'ai couru hors de la forêt, marché vite jusqu'à ma voiture, je suis parti et je n'y suis jamais retourné. Cet endroit revient encore parfois dans mes cauchemars. J'ai vécu presque 20 ans seul dans une vieille maison de ferme construite en 1900. J'étais seulement la 3e propriétaire. Dès les premiers mois, j'ai compris que je ne vivais pas tout à fait seul. Il y avait quelque chose dans cette maison. Pas une présence bruyante, pas une apparition de film d'horreur, mais une silhouette sombre qui traversait parfois un couloir ou restait immobile dans l'angle d'une pièce. J'ai compris que c'était un homme, instinctivement. Je me suis toujours dit que c'était sûrement le premier propriétaire, celui qui avait posé chaque planche, chaque clou. Le 2e propriétaire était encore vivant, donc cela faisait sens dans mon esprit. Curieusement, il n'était pas hostile. Il circulait, silencieux, comme s'il veillait sur ce lieu qu'il avait construit. Au bout d'un moment, j'ai fini par lui parler à voix basse dans la maison. Pas des conversations, mais une sorte d'accord tacite. Je lui ai dit qu'il pouvait rester dans le petit salon, cette pièce où la lumière de fin de journée traversait les rideaux d'une façon apaisante. Le reste de la maison, c'était pour moi. Et l'équilibre s'est installé. Pendant des années, chacun vivait là, chacun à sa place. Puis je me suis remarié. Mon mari était un homme cartésien. Pas de fantômes, pas de phénomènes étranges pour lui. Chaque bruit, chaque porte qui grinçait, il trouvait une explication rationnelle. On aurait dit qu'il refusait même l'idée d'être surpris par quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Je savais que cette maison avait sa propre logique, mais je le laissais parler. La présence restait discrète, comme si elle observait, intriguée par le nouvel habitant. Un matin, tout a basculé. Mon mari se préparait dans la salle de bain. Il était en colère pour une raison banale, une discussion qui avait dégénéré. Il haussait la voix, son ton résonnait dans la maison. Au moment où il a voulu sortir de la salle de bain en continuant de crier, la porte s'est claquée d'un coup si sec qu'elle a tremblé sur ses gonds. La maison entière a vibré, comme si quelqu'un y avait posé une colère ancienne. Mon mari est resté figé de l'autre côté quelques secondes, incapable de respirer. Quand il est enfin sorti, il avait le visage livide. Ses mains tremblaient et son regard cherchait mes yeux, comme s'il avait perdu ses repères. Il n'a rien dit dans l'instant, mais son silence en disait plus que n'importe quel discours. Ce jour-là, la maison avait répondu. Pas pour me faire peur, mais pour poser une limite claire. Nous avons fini par vendre la ferme. La vie a continué ailleurs, sans craquement inexplicable ni ombre silencieuse dans l'embrasure d'une porte. Pourtant, même aujourd'hui, mon mari en parle encore. Plus de moqueries, plus de commentaires sceptiques. Juste cette certitude née d'un choc qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Et dans ses yeux, chaque fois qu'il raconte ce moment, je reconnais la trace de quelqu'un qui a compris que certaines maisons gardent un cœur, même longtemps après que leurs occupants se soient tus. Parfois, je me demande si l'homme est resté dans son petit salon, tranquille, comme avant. Peut-être qu'il a attendu qu'on parte pour retrouver la paix qu'il connaissait depuis des décennies,
marchant encore doucement sur ce parquet qu'il avait lui-même posé, son foyer toujours intact malgré le temps. J'ai vu un fantôme vivant, ou peu importe comment on appelle ça, quand j'étais enfant. Mon père était souvent sur la route pour son travail, parfois pendant de longues périodes. Quand j'étais petit, je ne suivais pas son planning, donc c'était normal de me réveiller le matin et de le trouver endormi dans la chambre de mes parents, arrivé tard dans la nuit sans que je le sache. Un matin, j'ai entendu ma mère en bas et je me suis dit que j'avais une occasion d'aller fouiller un peu dans leur chambre, où je n'avais normalement pas le droit d'aller seul. Je suis entré, le lit était à gauche et la salle de bain à droite, alors je suis parti vers la droite. Et là, j'entends mon père m'appeler depuis le lit derrière moi. J'étais toujours super content de le voir, donc je me suis retourné d'un coup. Il était là, sourire aux lèvres, sous les couvertures. J'ai couru et sauté sur le lit pour lui faire un câlin et soudain, il n'y avait personne. Plus rien. Le lit était vide. Je me souviens encore de la clarté avec laquelle je l'ai entendu et vu, et du choc que j'ai ressenti quand d'un coup il n'était tout simplement plus là. Plus tard, j'ai appris qu'il était encore sur la route et qu'il ne rentrerait pas avant plusieurs jours. J'ai raconté cette histoire à plein de gens, mais peu m'ont cru. Pourtant, c'est un souvenir parfaitement net. Et je suis très sceptique concernant tout ce qui touche au paranormal, donc encore aujourd'hui je n'ai absolument aucune explication. Quand j'étais ado, ma mère n'aimait pas conduire sur l'autoroute, alors on passait toujours par les petites routes pour aller voir mes grands-parents. Il y avait une petite ville qu'on traversait à chaque fois et elle nous donnait toujours la chair de poule. C'était minuscule, pas d'épicerie, pas de station-service, juste quelques maisons, une église et un centre communautaire bizarrement situé loin du reste du village. Beaucoup de routes principales passaient à proximité mais aucune ne le traversait vraiment, c'était clairement le genre d'endroit où personne ne passe par hasard. On ne voyait jamais personne dans les rues. Parfois on distinguait une silhouette sombre qui observait depuis un porche, mais c'était tout. Il y avait un immense parc avec une belle aire de jeu, mais on n'a jamais vu un seul enfant y jouer. Si les vampires existaient, je suis persuadé que c'est là qu'ils vivraient. Une fois, ma mère et moi avons décidé de prendre une rue latérale pour voir ce qu'il y avait derrière. On est tombé sur un garage, ce qui était étrange parce qu'on n'avait jamais vu la moindre voiture dans les parages. Et dès qu'on s'est approché, un type est sorti. Son visage n'avait pas une forme normale, il était un peu bosselé. Bien sûr, certaines personnes ont des malformations du visage, ce n'est pas effrayant en soi. Mais chez lui il y avait quelque chose de profondément dérangeant. Il est sorti en trombe et puis il s'est arrêté net pour nous fixer avec la tête la plus menaçante que j'ai jamais vue. Et ça n'aidait pas que ce soit littéralement le seul être humain qu'on ait jamais vu dehors dans cette ville où on était passé des dizaines de fois. On a fait demi-tour aussi vite que possible et on n'a plus jamais essayé d'explorer cette rue. J'étais en randonnée en pleine forêt avec des amis, loin de tout sentier balisé. Nous marchions depuis plusieurs heures quand nous avons aperçu une cabane bancale entre les arbres. Elle semblait abandonnée depuis longtemps. Les planches étaient grisées par le temps et certaines pendaient comme si elles allaient tomber au moindre vent. La porte tenait de travers et la fenêtre n'avait plus de vitres, seulement un cadre vide. Nous nous sommes approchés prudemment. L'endroit avait quelque chose d'étrange, comme si l'air y restait immobile. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Une chaise en lambeaux, un vieux poêle à moitié rouillé, des lambeaux de tissu qui pouvaient avoir été des rideaux. Une odeur de poussière et de bois humide stagnait dans l'air. Rien ne prouvait qu'un être humain avait habité là récemment, mais l'endroit ne paraissait pas totalement oublié non plus. Derrière la cabane, nous avons découvert un petit espace dégagé. Au milieu du sol gelé se trouvait une croix taillée dans du bois, plantée de travers. Elle avait perdu sa couleur d'origine et commençait à se fendre. On aurait dit une marque laissée pour quelqu'un ou quelque chose. Près d'elle, des boîtes de conserve vides et cabossées, rongées par le temps, jonchaient le sol. Des bouteilles de whisky brisées complétaient la scène, leurs éclats brillants à moitié enfouis dans la mousse. L'endroit semblait figé dans un souvenir qui n'appartenait à personne. Nous avons échangé quelques mots à voix basse,
comme si parler trop fort pouvait réveiller quelque chose endormi depuis longtemps. Un de mes amis a proposé de repartir immédiatement et personne n'a protesté. L'atmosphère donnait l'impression que la forêt avait refermé cet endroit sur une histoire qu'elle n'avait pas envie de partager. En nous éloignant, j'ai jeté un dernier coup d'œil. La cabane était presque invisible entre les troncs, comme si elle avait attendu que nous passions pour se laisser voir. J'ai habité un moment dans un vieux bâtiment de style colonial. Dès la première semaine, quelque chose m'a mise mal à l'aise. Chaque matin, sans exception, je trouvais la porte de mon placard ouverte. Je la fermais pourtant chaque soir, bien vérifiée, poignée tournée. Au début, j'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'un courant d'air, du bois qui travaillait, d'un mauvais verrou. Mais ça continuait, toujours. Pour vérifier, j'ai placé une chaise contre la porte de nuit de suite, histoire de bloquer l'ouverture. Le lendemain matin, la porte était grande ouverte, et la chaise déplacée juste assez pour laisser un passage. Rien d'autre dans la pièce n'avait bougé. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. J'ai plié mes affaires en vitesse, sans même prendre le temps de réfléchir. Le bruit sec de la clé tournant dans la serrure pour la dernière fois m'a fait un bien étrange, comme si la maison elle-même retenait son souffle pendant que je partais. Il y avait aussi ce pont derrière la résidence, un raccourci censé mener au réfectoire. Une seule fois, j'ai accepté de l'emprunter. Sur le papier, c'était pratique. En réalité, dès que mes pieds se sont engagés sur le bois, j'ai ressenti une pression froide dans la poitrine, une montée d'angoisse si soudaine que j'en ai presque perdu l'équilibre. Pas des bruits, pas des ombres, juste cette sensation écrasante que quelque chose de terrible appartenait à cet endroit. Je n'y suis jamais retourné. Plus tard, j'ai fait une recherche par simple curiosité. Je suis tombé sur un vieux article de journal. Une jeune femme avait été agressée et tuée sous ce pont 5 ans plus tôt. En lisant, j'ai ressenti cette même tension sourde, comme si les retours de moi se souvenaient encore. Ce soir-là, j'ai fermé mon ordinateur et j'ai gardé la lumière allumée. Il y a aussi quelque chose de plus intime, plus doux, mais tout aussi troublant. Chez ma mère, dans la maison familiale, on sent parfois une odeur de cigarette alors que personne ne fume. Mon père est mort depuis 13 ans. Quand il était vivant, il fumait toujours dehors, près de la porte du sous-sol, parce que ma mère refusait que l'odeur imprègne la maison. Parfois, quand je suis de retour là-bas, l'odeur apparaît soudain, nette, presque trop réelle. Comme si quelqu'un venait d'inspirer une longue bouffée juste à côté de moi. La première fois, j'ai pensé à une fenêtre ouverte, à un voisin. Puis j'ai remarqué que l'air restait parfaitement immobile. Aucun bruit, aucun souffle. Juste cette odeur familière qui flotte quelques secondes, assez pour me rappeler sa présence, puis disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Ce n'est pas effrayant. C'est étrange, oui, mais il y a là quelque chose d'autre, une trace de vie passée, une habitude qui refuse de s'effacer complètement. Et chaque fois que cela arrive, j'ai l'impression que quelqu'un, quelque part, prend encore une dernière cigarette près de la porte avant de repartir. J'entrais dans la maison de mes parents par la porte donnant sur la terrasse. Le soleil se reflétait sur la vitre et j'ai levé les yeux machinalement. Ce n'était pas mon reflet. C'était moi, mais différente. Mes cheveux semblaient décoiffés et plus longs, ma tenue n'était pas celle que je portais ce jour-là. Mon visage était humide comme si j'avais pleuré longtemps. Ce double me fixait avec des yeux fatigués, presque suppliants. Je suis resté immobile, incapable de détourner le regard. Elle ne bougeait pas non plus, pourtant tout en elle donnait l'impression qu'elle voulait dire quelque chose. Une sorte de tension flottait autour de cette vision. Mon cœur battait si fort que j'entendais mon souffle devenir irrégulier. Puis un détail m'a frappé. Ma vraie main, celle de mon corps, tremblait légèrement et se déplaçait en cherchant l'ouverture de la porte. Son bras à elle restait collé au vide, suspendu, comme si elle ignorait qu'elle devait imiter mes gestes. Ce décalage m'a traversé comme une alerte instinctive. J'ai reculé et la vision a semblé se rapprocher d'un pas, sans bruit,
comme aspiré vers moi. Ma gorge s'est serrée et j'ai claqué la porte, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Pendant un mois, chaque miroir de la maison est resté couvert. Même la moindre surface brillante me mettait mal à l'aise. Je faisais tout pour éviter mon propre visage. Surtout le soir, quand la maison devenait silencieuse. J'ai déjà posté une histoire, mais en voici une autre, qui remonte à presque 20 ans. J'étais à Saint-Louis pour un voyage professionnel. Je logeais dans un hôtel vraiment flippant, qui me donnait des vibes à la Shining. L'endroit m'était mal à l'aise. Je ne me sentais pas bien dans ma chambre. J'ai toujours eu des épisodes de paralysie du sommeil depuis l'enfance, mais ils ne m'avaient jamais vraiment dérangé, jusqu'à cet hôtel. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin, je me souviens clairement avoir vu l'heure sur le réveil. J'étais couché sur le ventre, les bras le long du corps, tourné vers le réveil et la porte. Je pouvais voir la lumière du couloir filtrer sous la porte. J'avais la sensation que quelque chose était assis sur le bas de mon dos. Je ne pouvais pas bouger, et même si j'en avais été capable, j'étais trop terrifié pour essayer de tourner la tête. Mon téléphone était posé devant moi sur le lit et je me suis dit, tout ira bien si j'arrive juste à appeler ma mère. Mais je ne pouvais pas bouger pour l'attraper. Au bout de quelques minutes, j'ai senti une pression froide s'enfoncer dans le bas de mon dos puis remonter vers ma tête et descendre vers mes pieds. Juste après ça, j'ai réussi à bouger de nouveau. Je suis resté encore quelques jours dans cet hôtel et j'étais tellement soulagé quand j'en suis parti. En 2005, j'avais une dizaine d'années et je traînais souvent avec un ami dont la maison touchait un grand bois. Ce jour-là, on avait envie d'explorer un peu plus loin que d'habitude, juste pour voir ce qu'il y avait derrière les sentiers que l'on connaissait. On avançait en parlant de tout et de rien, en cassant des branches sous nos pieds, persuadés de vivre une aventure. Au bout d'un moment, on est tombé sur une clairière qu'on n'avait jamais remarquée. Le sol descendait en une sorte de creux, presque comme si quelque chose avait été creusé volontairement. Au centre, il y avait une baignoire rouillée, posée de travers, remplie d'eau stagnante. Autour d'elle, plantés en cercle, des bâtons enfoncés dans la terre. Sur chaque bâton, une tête de poupée fixée comme si quelqu'un les avait arrangées avec soin. Certaines avaient encore des cheveux, d'autres n'avaient plus que des orbites vides, et l'eau stagnante renvoyait un reflet trouble de ce petit théâtre morbide. On n'a pas parlé tout de suite. On restait là, figé, à essayer de comprendre si c'était une mise en scène pour effrayer les gens ou quelque chose de plus sérieux. Il n'y avait aucun bruit, même pas un oiseau. Une impression lourde planait, comme si la forêt elle-même observait. Puis on a levé les yeux. À quelques mètres, un arbre se dressait, et accroché à une grosse branche il y avait une tête de cerf. La langue pendait mollement hors de la bouche, sèche et rigide. Chaque œil était traversé par plusieurs clous, plantés avec une intention qui donnait la chair de poule. L'odeur autour était étrange, vieille, presque absente, comme si tout ça avait été là depuis longtemps et que la forêt avait simplement décidé de le tolérer. On a reculé lentement, puis on a fini par courir, sans vraiment se dire pourquoi. Une fois dehors, on a juré d'y retourner. On avait un appareil photo jetable, et on a pris des clichés lors d'une visite suivante. Sauf que ces photos ne sont jamais ressorties. L'appareil n'a jamais été développé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Des années plus tard, vers 2011, on y est retourné par curiosité. La forêt avait changé. L'endroit semblait plus humide, plus marécageux, comme si tout s'était enfoncé dans la terre. Mais la baignoire était toujours là. Et la tête de cerf aussi, toujours suspendue, comme figée dans le temps. Rien n'avait bougé, malgré les saisons, malgré les années. On est resté seulement quelques minutes, un étrange malaise au ventre, puis on est reparti en silence. On n'a jamais su qui avait fait ça ni pourquoi. On en parle rarement, mais chaque fois que la mémoire remonte, ça ramène ce même frisson, celui qui rappelle qu'au fond des bois, certaines choses semblent attendre sans raison, figées dans un décor que personne ne devrait trouver par hasard. Et à chaque promenade en forêt depuis, je garde toujours une petite vigilance.
On croit connaître un endroit, jusqu'au jour où on tombe sur quelque chose qui ne devrait pas exister là. Avant de raconter ça, je dois préciser que j'avais 18 ans à l'époque. Je n'ai jamais touché aux drogues dures, je ne buvais pas d'alcool, et j'ai commencé à fumer du cannabis seulement à 22 ans. Et il y avait 3 autres ados avec moi ce soir-là, tous sobres, qui ont vu la même chose. Donc, mon ami et moi traînions avec 2 de ses potes un vendredi soir après les cours. On devait ensuite dormir chez mon ami. Comme dans toutes les petites villes de Géorgie, il n'y avait pas grand-chose à faire à part tourner autour de la place du centre-ville et marcher sur les sentiers. Après quelques heures à discuter, on a eu faim et on a commandé une pizza à emporter. On est allé la récupérer puis on s'est rendu dans un quartier calme où vivait l'un des gars. Le quartier était un peu isolé dans la forêt, donc super calme et vraiment sombre. On était là dehors, en train de manger, la pizza posée sur le capot comme une table improvisée, quand j'ai levé les yeux et vu une masse noire qui se déplaçait dans les arbres. Une forme énorme, complètement sombre, qui ressemblait à un primate en train de se balancer de branche en branche. Ça devait être à environ 250 mètres de nous, mais même à cette distance, dans le noir, ça paraissait gigantesque. Ce qui n'avait aucun sens parce qu'on vit dans une petite ville en Géorgie. Il n'y a pas de grands primates ici. Je l'ai montré aux autres et tout le monde était choqué. Je me souviens d'une vague de terreur qui m'a traversé pendant que je regardais cette chose, essayant de comprendre. Puis on a eu l'impression qu'elle nous avait remarqués. On ne distinguait aucun trait, la forme était complètement noire, mais on avait cette certitude instinctive qu'elle nous fixait. Soudain, cette silhouette simiesque s'est redressée, et on aurait dit qu'elle changeait sous nos yeux, prenant la forme d'un homme immense accroché à une branche d'une main, immobile, nous regardant. On n'osait pas bouger ni respirer. Même la nuit semblait s'être arrêtée autour de nous. On était hypnotisé par cette forme dans les arbres. Puis elle s'est accroupie et ses épaules ont semblé s'étirer au-delà de sa tête. On était sous le choc, incapable de comprendre, refusant presque d'admettre ce qu'on voyait. On voulait désespérément que ça ait une explication logique. Et puis ses épaules se sont transformées en ailes énormes. Cette chose a sauté de la branche et s'est envolée. À cet instant, on a tous couru vers la voiture en hurlant, sans même se parler. On a démarré en trombe. On essayait de trouver n'importe quelle explication rationnelle mais il n'y en avait pas. Personne n'a dormi cette nuit-là. On était terrifiés à l'idée que cette chose puisse nous avoir suivis. C'était en 2010, donc pas de téléphone avec une bonne caméra pour filmer ce qu'on a vu. Et encore aujourd'hui je n'ai absolument aucune idée de ce que c'était. Un ami à moi m'a raconté cette histoire. C'est quelqu'un de solide, pas du genre à inventer ou à enjoliver. À l'époque, il servait dans la marine comme pilote d'hélicoptère sur un navire de guerre. Un jour, pendant une mission de routine au-dessus de l'océan, il volait avec son copilote, seul au milieu d'une étendue d'eau interminable. Tout était parfaitement normal, du vent, des vagues agitées, le ronronnement habituel de l'appareil. Puis il a remarqué quelque chose d'étrange sur la surface de la mer. Une zone parfaitement circulaire, 20 mètres de large environ, où l'eau semblait plate, lisse comme du verre. Alors que tout autour, les vagues se brisaient et tournaient au rythme du vent. Cette surface restait immobile, brillante, presque métallique, comme un miroir posé sur l'océan. Un cercle net dans un chaos mouvant. Il a montré la chose à son copilote, stupéfait. Ils ont observé. Rien ne surgissait, rien ne bouillonnait, aucune explosion d'air ou de bulles. Juste ce calme irréel posé au milieu de la mer. Quelques secondes plus tard, la zone s'est déplacée, glissant en silence jusqu'à se retrouver directement sous l'hélicoptère. Comme si quelque chose les suivait ou les étudiait. Pris d'un élan instinctif, ils ont modifié leur trajectoire. L'eau a immédiatement repris son aspect normal. Pas de remous, pas de traces. Tout s'est effacé aussi vite que cela était apparu. Juste l'immensité de l'océan, comme si rien n'avait existé.
Il n'a jamais parlé de cette expérience en dehors du service, sauf à moi. Il ne m'a pas dit comment ses supérieurs avaient réagi, ni ce qu'ils avaient déclaré. Peut-être que certains savaient déjà que l'océan garde des secrets, et qu'ils ont préféré ne pas creuser. Peut-être qu'on lui a simplement demandé de se taire, parce que les choses inexplicables trouvent souvent leur place dans les silences officiels. Ce qui le trouble encore aujourd'hui, c'est cette impression que la mer avait observé l'hélicoptère ce jour-là. Comme si quelque chose était là, sous la surface, calme et immense, bien plus conscient qu'on ne l'imagine. Cela remonte à presque 10 ans. J'habitais dans une petite ville près de Phoenix, en Arizona. En fin d'après-midi, le soleil descendait lentement vers l'horizon et l'air prenait cette couleur dorée qui annonce la nuit. Je suis sorti dans le jardin pour fumer une cigarette et jouer avec mon chien. Il courait partout, la balle dans la bouche, impatient que je la relance encore. Au moment où je me penchais pour lancer la balle une nouvelle fois, quelque chose a attiré mon attention. Une minuscule lueur a jailli du sol pour filer droit dans le ciel. Une fraction de seconde, puis plus rien. Je me suis demandé si je rêvais, mais une autre lueur a surgi exactement au même endroit, comme une petite étincelle qui s'élevait sans bruit. Puis une autre. Et encore une. Le phénomène s'est répété sans interruption, comme si le sol expédiait ses éclats vers le ciel avec une régularité étrange. Je suis resté planté là, la balle à la main, incapable de comprendre. Au début, mon cerveau a cherché une explication familière. Un feu d'artifice peut-être, une sorte de fusée artisanale. Sauf qu'il n'y avait aucun son. Pas un seul souffle dans l'air, pas de crépitement, rien. La rue derrière la clôture était calme, le chien avait cessé de bouger et observait lui aussi, oreilles dressées. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Pendant plusieurs minutes, les orbes se sont succédés, chacun surgissant puis disparaissant dans le ciel comme avalé par la lumière décroissante. J'ai senti un frisson courir dans mon dos, pas de peur pure, mais cette sensation que quelque chose dépasse tout ce qu'on connaît. J'ai écrasé ma cigarette sans même m'en rendre compte, les yeux fixés sur le point où tout commençait. Puis tout s'est arrêté. D'un coup. Le jardin est resté silencieux, le ciel redevenu banal, sans trace de ce que je venais de voir. Mon chien a poussé un petit jappement et m'a bousculé pour que je relance la balle, comme si rien n'avait d'importance. J'ai fini par jouer avec lui, mais mes gestes étaient mécaniques, mon regard revenait sans cesse vers le sol où les lueurs avaient jailli. Il existe une vallée isolée au Mexique, perdue au milieu de nulle part, qu'on appelle Peña del Air. On m'avait raconté que la nuit, si on s'y rendait, on pouvait voir des sorcières sauter d'un côté à l'autre du vide. Ça sonnait comme une légende de campagne, une histoire faite pour effrayer les visiteurs. Pourtant, j'ai décidé d'y aller pour vérifier. La nuit était fraîche, le vent descendait des falaises et le silence occupait tout l'espace. Il n'y avait rien autour, seulement la vallée immense et l'obscurité qui semblait avaler l'horizon. Puis, soudain, une lumière est apparue sur le flanc d'une montagne. Brillante, ronde, presque flottante. Elle est restée là un instant, puis s'est éteinte comme si quelqu'un avait soufflé dessus. Une seconde lumière a surgi de l'autre côté, puis une troisième plus loin, chacune franchissant des distances impossibles en un clin d'œil. Je restais bouche bée, incapable de décrocher mon regard de ces points lumineux qui surgissaient puis disparaissaient, comme si quelque chose traversait l'espace en silence. Il n'y avait pas d'explication immédiate. Ni projecteur, ni véhicule, ni insectes phosphorescents. Rien que l'obscurité vivante et ces lueurs étranges qui dansaient au-dessus du vide. Un sentiment étrange m'a traversé à ce moment-là, pas de terreur mais une impression d'être témoin d'un phénomène ancien, presque secret. Bien plus tard, alors que je rendais visite à la grand-mère de mon mari dans une zone rurale, j'ai eu l'occasion de revoir ce phénomène. Les monts autour du village semblaient respirer avec ces mêmes lumières. Elles apparaissaient sur les collines, se déplaçaient entre les arbres, puis disparaissaient sans laisser la moindre trace. Les habitants n'en faisaient même pas tout un mystère. Certains les observaient depuis le pas de leur porte comme s'ils avaient grandi avec elles. Chaque personne avait une histoire différente. Pour certains, c'étaient des esprits.
Pour d'autres, des sorcières qui traversaient les airs en silence. Et puis il y avait les récits plus intimes. Mon père racontait qu'enfant, alors qu'il rentrait seul du travail, ces lumières le suivaient à distance sur le chemin poussiéreux. Elles ne s'approchaient jamais tout à fait, comme si elles se contentaient de marcher derrière lui en gardant une certaine distance. Il me l'a dit avec un sérieux calme, comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. Nous étions 4. Ma copine, 2 amis et moi. On avait entendu parler d'un vieil amphithéâtre abandonné dans le nord de l'État de New York, près d'une ancienne ville minière presque vide. Une rumeur courait qu'il s'y était passé plusieurs meurtres dans les années 50 et que l'endroit gardait quelque chose de sombre. Des gens nous avaient assuré que si on voulait vivre une vraie expérience étrange, c'était là qu'il fallait aller. Alors on y est allé, un soir d'automne, avec nos lampes et quelques appareils photo jetables. La nuit était froide, l'air humide. Il nous a fallu un long moment pour trouver le site dans les bois, encore plus pour dénicher une entrée parmi les murs effondrés et les grilles tordues. Le silence autour de nous donnait l'impression que la forêt nous observait, attentive. Quand on a finalement mis les pieds à l'intérieur, tout résonnait. Le craquement de nos pas, le souffle du vent, le frottement du métal contre des pierres. C'était un lieu immense et vide, avec des rangées de sièges rongés par la mousse et des couloirs qui menaient à des pièces obscures. On a commencé à prendre des photos pour se donner du courage, à se chamailler nerveusement, mais on restait groupés. Très vite, des bruits bizarres se sont fait entendre. Pas juste des sons vagues, mais des choses précises. Comme un objet qui tombait plus loin. Comme un chuchotement trop bref pour être compris. Dans une pièce latérale, plusieurs chaises se sont mises à glisser sur le sol de ciment, raclant doucement avant de s'immobiliser. On s'est tous figés un instant, chacun essayant de deviner s'il y avait un courant d'air ou un animal, une explication qui aurait eu du sens. Rien ne collait. La tension montait. Mon ami essayait de garder un ton léger, mais sa lampe tremblait dans sa main. On s'apprêtait à partir quand la copine de mon pote a poussé un hurlement qui nous a coupé la respiration. Elle s'est agrippée à son bras et s'est collée contre lui en pleurant. Elle répétait qu'on l'avait tirée en arrière. Son regard était vide d'assurance, complètement paniqué, comme si elle venait de dépasser une limite invisible. On a quitté l'amphithéâtre sans discuter, juste avec cette urgence instinctive de fuir. Dans la voiture, elle tremblait encore. Elle a insisté pour qu'on regarde son bras. Sur la peau, il y avait une marque. Pas une égratignure ni un geste brusque. Une morsure. Les dents supérieures et inférieures bien visibles, la chair rougie, quelques zones déjà violacées. On aurait dit que quelque chose avait refermé la mâchoire dessus. Le lendemain, on a fait développer les photos. On en avait pris une centaine. Le type du magasin nous a regardés en secouant la tête. Il a dit qu'aucune pellicule n'était exploitable, comme si elles avaient été exposées à une lumière trop forte. Pourtant on les avait sorties uniquement là-bas, et toujours dans l'obscurité. Quand j'étais enfant, au début des années 80, mes parents possédaient une maison qu'ils louaient. Un jour, après le départ d'un couple de locataires peu soigneux, on est tous allés nettoyer les lieux. L'atmosphère sentait la poussière et le vinaigre, le genre d'odeur qu'on retrouve dans les maisons laissées à l'abandon trop longtemps. Moi, j'étais chargé de vérifier la cuisine, fier de pouvoir aider comme un grand. J'ouvrais les placards un par un. Des miettes, quelques assiettes oubliées, rien d'anormal. Puis, tout au fond d'une étagère du haut, j'aperçois quelque chose. Un vieux bocal en verre coincé contre le coin du meuble. Trop haut pour mes petites mains, alors je grimpe sur le comptoir, m'étire de toutes mes forces et saisis le pot. Je redescends, contente de ma trouvaille, persuadé que j'allais tomber sur des boutons, des vis, peut-être même ces bonbons durs que des adultes oublient parfois. Je regarde à l'intérieur. Un doigt. Un vrai doigt humain, pâle et gonflé, flottant dans un liquide transparent. L'ongle était encore là, la peau ridée par le bain interminable dans lequel il reposait. J'ai senti une vague de chaleur me traverser, mais pas de cri. Juste un réflexe étrange,
comme si mon cerveau refusait d'accepter immédiatement ce que mes yeux voyaient. J'ai posé le bocal sur le comptoir avec soin, comme si j'avais peur de réveiller quelque chose. Puis je suis sorti de la cuisine, calmement, le plus naturellement possible, un peu comme on sort d'une pièce où l'on sait qu'on vient de voir une chose qui ne devrait pas exister. Je me suis tourné vers ma mère dans le couloir et j'ai dit d'une voix tranquille. « Maman, j'ai trouvé un doigt. » Le temps s'est arrêté pendant une seconde. Elle a cru à une blague, ou à une figurine en plastique oubliée là par un enfant. Mais en voyant mon expression, elle a compris avant même d'entrer dans la cuisine. Le silence qui a suivi avait quelque chose de dense, comme si la maison elle-même retenait son souffle en attendant notre réaction. On n'a jamais su à qui il appartenait ni pourquoi il était là. Aucune explication, aucun mot laissé derrière, rien. Juste ce souvenir qui est resté, vif, comme une image figée dans une vieille pellicule. Pendant longtemps, en ouvrant un placard, j'ai toujours eu une fraction de seconde de méfiance. Comme si quelque part, au fond d'une étagère, un autre bocal pouvait m'attendre. J'étais encore enfant quand mes parents m'ont emmené en vacances près de l'Espagne. Un matin, nous avons découvert une petite plage dans une ville côtière tranquille. L'eau était claire, les rochers formaient une sorte de crique et j'avais mon masque de plongée déjà sur le visage avant même que mes parents aient posé leurs serviettes. Je suis allé droit dans la mer, exalté, sûr d'être un explorateur prêt à faire une grande découverte. Je me suis hissé sur des rochers glissants et j'ai commencé à avancer dessus. L'air sentait le sel, le soleil se reflétait sur l'eau et j'entendais mes parents rire et parler au loin. C'est à ce moment-là que j'ai repéré un petit crabe posant immobile comme s'il m'attendait. J'ai essayé de l'attraper, persuadé que j'allais repartir avec un trésor vivant entre les doigts. Il me fuyait à chaque tentative. Je le suivais pas à pas, amusé et complètement concentré, jusqu'à atteindre le bout de la baie. Devant moi s'étendait l'océan, vaste et profond. L'eau semblait plus sombre, plus lourde. Pourtant, dans ma tête d'enfant, il n'y avait rien de dangereux là-dedans. J'ai sauté sans réfléchir, convaincu qu'un simple masque suffisait à faire de moi un plongeur intrépide. Le choc a été immédiat. L'eau n'avait plus rien de la douceur des petites vagues de la crique. Elle était froide au point de me couper le souffle. Je me suis enfoncé, confiant, puis j'ai ouvert les yeux. Rien. Un noir total, immense, avalant tout. Aucun rocher sous moi, aucune algue, aucun poisson. Juste cette profondeur obscure qui semblait s'étirer à l'infini. J'avais l'impression de flotter au bord d'un espace sans fin. Mon cœur s'est serré, mes bras ont réagi avant même que mon esprit comprenne. J'ai tourné sur moi-même et nagé aussi vite que possible vers la lumière de la surface et la chaleur rassurante de la petite baie. Quand mes pieds ont touché le sable, je suis resté près du rivage, essoufflé mais refusant de montrer ma frayeur. Mes parents m'ont lancé un regard amusé, pensant sûrement que je venais de vivre une aventure d'enfant lambda. Je n'ai rien dit, et je suis resté là un moment, les doigts enfoncés dans le sable mouillé comme pour vérifier que la terre existait encore sous moi. Quand j'étais enfant, je vivais dans une caravane au fond des bois sur l'immense propriété de ma grand-mère. Je ne sais pas combien de terrain elle possédait mais c'était gigantesque. Pas dans le sens c'est grand parce que je suis un enfant, mais vraiment énorme. Ma grand-mère avait une ferme avec des vaches. Une tempête a coupé le courant, donc la clôture électrique s'est arrêtée et une vache s'est échappée. Le lendemain, mes cousins ados sont venus pour la retrouver et moi, petite de 6 ans dans mes bottes de neige, j'ai insisté pour les accompagner. Honnêtement, cet endroit était infini. On a marché pendant des heures. Parfois on pensait trouver des traces, puis elles disparaissaient. À un moment, on arrive dans une zone où aucun de nous n'était jamais allé. On n'avait pas le droit d'y aller, il y avait un ruisseau très dangereux, genre si tu glisses on ne te retrouve jamais. On était sur le point d'abandonner quand on a vu une vache en train de brouter. J'ai dit c'est pas la vache qu'on cherche, comment elle est arrivée là? On s'est approché et ce truc avait l'air sauvage, presque féroce. Et elle ne broutait pas de l'herbe mais la vache qu'on cherchait.
On a détalé en pensant que cette vache cannibale allait nous massacrer. On se disait, elles peuvent même pas faire ça, si? On raconte tout à ma grand-mère en s'attendant à ce qu'elle nous traite de fous, mais elle et mon oncle font juste, elle était presque entièrement noire. Oui, enfin difficile à dire parce qu'elle était crasseuse, mais oui je crois. En fait, quelques années plus tôt, une vache s'était échappée pendant une tempête et on ne l'avait jamais retrouvée. Ils avaient supposé qu'un animal l'avait mangée. Ils ont imaginé que c'était pareil cette fois mais nous ont laissé chercher, pour le fun. Eh bien non. La vache qu'on cherchait se faisait manger dans les bois. Par une autre vache. Ils sont allés vérifier et ont trouvé la carcasse. La vache avait été frappée par la foudre, elle était morte avant que l'autre ne la mange. Et l'autre n'en avait presque rien mangé, mais pour nous, gamins, ça paraissait énorme. Voilà, la première fois que j'ai vu une vache morte et la seule fois où j'ai vu une vache en manger une autre. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la vache cannibale. Ah, et sur cette même propriété, 5 personnes ont été assassinées. Et ce n'était même pas la première fois qu'un animal était frappé par la foudre. Ma grand-mère avait un poney aveugle parce qu'il avait été foudroyé. Enfin, presque aveugle, il voyait encore un peu. Il est mort des années plus tard, probablement de vieillesse, mais avant ça il est devenu sourd, est tombé d'une colline et en est mort. J'ai travaillé un temps comme inspecteur immobilier. Un nouveau client avait acheté une maison et je devais aller l'inspecter. D'après les informations que j'avais, la maison était très ancienne, construite en 1908 et en piteux état. Pour être honnête, je n'étais pas pressé d'y aller, alors je l'ai mise en dernière visite de ma journée. J'ai fait mes autres inspections comme d'habitude, puis j'ai pris la route pour celle-ci. Je me suis garé dans la rue et j'ai remonté l'allée. Rien de particulier ne m'a frappé au premier regard. C'était une maison délabrée sur 3 étages, typiquement le genre de ruine que je voyais souvent. Apparemment les acheteurs avaient repéré du potentiel, mais moi je n'en voyais aucun. Le soleil commençait à se coucher et comme je n'avais pas la clé de la porte d'entrée, j'ai contourné la maison pour accéder par l'arrière. En arrivant derrière, j'ai vu que la porte donnait sur une grande cuisine. Ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est qu'on sentait une chute soudaine de température alors que le soleil se couchait derrière moi. On était en fin d'été, j'ai donc pensé que c'était simplement la fraîcheur du soir. Je me suis tourné vers le paysage, remarquant le ciel rouge à cause des nuages. Je me suis à nouveau tourné vers la porte et là je l'ai vue. Au fond de la cuisine il y avait une porte ouverte menant à un couloir qui allait jusqu'à l'entrée principale. La porte d'entrée avait des vitraux colorés. Et dans l'obscurité du couloir, il y avait une silhouette. On distinguait clairement qu'il s'agissait d'un homme. Aucun détail visible, juste une forme noire. Et puis c'est arrivé. Là où son visage aurait dû être, 2 yeux se sont ouverts. Ils étaient rouges. Fixes, immobiles, et ils brillaient. Je sentais qu'il me regardait droit dans les yeux. Au début je ne pouvais pas détourner le regard. Ces 2 lueurs rouges semblaient voir au travers de moi et je me sentais hypnotisé. Chaque fibre de mon corps hurlait de fuir, mais j'étais paralysé. Mes yeux ont commencé à me brûler à force de ne pas cligner. Quand j'ai enfin fermé les yeux un instant pour les soulager et que je les ai rouverts, la silhouette avait disparu. J'ai paniqué. J'ai fait le tour de la maison en courant, sauté dans ma voiture et pris la route à toute vitesse. Le trajet qui prend normalement 25 minutes m'en a pris 10 tellement j'avais besoin de m'éloigner. Dans mon rapport j'ai noté des problèmes structurels impossibles à corriger et la maison a fini par être détruite. À sa place se trouvent aujourd'hui 6 logements. J'ai entendu des ouvriers raconter qu'ils avaient ressenti un frisson glacial en étant sur place la nuit. J'ai fait des recherches sur l'histoire du terrain, mais rien d'inhabituel n'est ressorti. Jusqu'à ce jour je n'avais jamais cru au paranormal. Même maintenant je reste sceptique sur la plupart des choses. Mais je sais ce que j'ai vu ce soir-là, et c'était le mal pur. Je n'ai plus jamais vécu une chose pareille. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire.
On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.